Juste avant, je voulais vous dire que j'étais vraiment ravi de vous accueillir ce soir. C'est le 16e webinaire hein, sur le thème du HPI que je fais depuis maintenant 3 ans et toujours avec beaucoup de participants. Ce soir, vous êtes pour l'instant 15, il y a 40 inscrits, donc je pense que le monde va arriver au fur et à mesure. Donc, bienvenue dans ce webinaire sur le thème HPI multipotentiel. Quel projet professionnel pour vous épanouir pleinement? Et je vais partager mon écran. Vous allez pouvoir me dire si vous voyez bien mon écran, enfin en tout cas la présentation. Voilà, si c'est possible de me confirmer que vous voyez bien cette présentation et que normalement vous devez voir également mon visage dans l'angle en haut à droite. Ça a l'air de fonctionner. Très bien. Alors, on va s'y attaquer. Au menu, de quoi je vais parler? Eh bien, de plusieurs choses. Je vais quand même rappeler de quoi on parle quand on parle de HPI, même si peut-être que pour beaucoup d'entre vous, c'est un sujet que vous avez beaucoup abordé dans des ouvrages, dans des articles, etc. Malgré tout, ça vaut quand même le coup de revenir un petit peu sur les bases, d'autant plus que ce thème est parfois bien galvaudé. Il y a beaucoup de mythes et de fausses croyances. Ensuite, je parlerai de quels obstacles, avec une belle faute d'orthographe au passage, désolé, quels obstacles, donc c'est bien sûr au singulier pour se définir et pour atteindre votre projet professionnel, un projet professionnel qui vous épanouisse pleinement. Je ferai un petit zoom sur le syndrome de l'imposteur, qui est un sujet important chez le HPI et qui l'empêche beaucoup d'avancer. Et puis enfin, on parlera de comment surmonter tous ces obstacles. Voilà. Alors vos questions, encore une fois, pas seulement à la fin, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. Normalement, je serai alerté par mon petit signal de vos questions et de vos remarques, donc n'hésitez pas à les faire au fur et à mesure. Alors oui, HPI, c'est un terme très ambivalent parce que effectivement, le HPI se mesure par un test de QI et en France ou à l'étranger d'ailleurs, hein, le seul test reconnu scientifiquement, c'est le test du WAIS, le WISC pour les enfants. C'est la version 4 aujourd'hui pour les adultes, hein, le WAIS 4. Mais en réalité, ce dont je vais vous parler ce soir, moi, c'est surtout des modes de fonctionnement spécifiques des HPI. Et je précise qu'il n'y a pas d'études scientifiques sur la corrélation entre d'un côté la mesure de QI et de l'autre ces modes de fonctionnement. Mais par contre, je peux vous dire que moi, je la constate tous les jours sur un très très grand nombre de personnes. J'ai eu plus de 1000 personnes au téléphone hein, sur ce sujet, sur cette question du HPI depuis que je travaille sur ce sujet. Donc moi, je la constate sur le terrain et par ailleurs, je la lis aussi, cette corrélation, dans les ouvrages sur le sujet, dans beaucoup d'ouvrages sur ce sujet. Euh, voilà. Je précise aussi que j'ai longtemps considéré ce terme HPI ou mal considéré ce terme HPI pour plusieurs raisons, parce que d'une part, il induit une forme de supériorité quand on dit haut potentiel, mais en fait, cette supériorité n'existe pas. Pour moi, chaque être humain a une forme d'intelligence, a une forme d'unicité, a des spécificités, et donc chaque être humain sur cette terre a des raisons d'être et d'apporter aux autres. Il y a aussi une autre raison, c'est parce qu'il n'est pas très explicite justement le terme HPI par rapport à ces modes de fonctionnement dont je vais vous parler ce soir. Et puis parce qu'il véhicule aussi tout un tas de mythes et de fausses croyances, à commencer par la série HPI hein, qui a véhiculé pas mal de fausses croyances, et puis d'autres aussi parce que justement on recentre ça sur cette question de QI et pas sur les modes de fonctionnement. Mais à contrario, quand même, il a des intérêts, c'est la raison pour laquelle je l'utilise quand même. C'est que il est simple, il est connu, et puis dans HPI, il y a potentiel, le P de potentiel. Or, c'est bien de ça dont je vais vous parler ce soir, c'est que les HPI ont de vrais potentiels, mais que bien souvent, ils ont du mal à traduire dans une réalité. Et puis enfin, il y a une dernière raison, c'est que dans HPI, il y a le I de intellectuel, et là aussi, c'est bien de mode de fonctionnement cognitif dont il est question, je vais vous parler ce soir. Alors, en même temps que je vous parle, je vérifie qu'il n'y ait pas de message particulier. Bon, eh ben, tout va bien. Donc, je continue. Alors, c'est quoi ces modes de fonctionnement dont je parle? On va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. D'abord, ils ont des différences dans leur intelligence cognitive. Alors, j'insiste sur différence et pas, encore une fois, de supériorité, mais vraiment de différence. Alors, ces différences, elles vont se traduire de plein de façons différentes. La première, c'est la capacité et le goût pour le raisonnement. Les HPI ont vraiment une capacité et un goût pour le raisonnement qui est particulièrement marqué. Ça ne veut pas dire qu'encore une fois qu'il y a plus d'intelligence dans ce raisonnement, mais vraiment, ils adorent raisonner.
Ils ont également une grande capacité d'analyse et de synthèse. Et puis, ils ont aussi une grande rapidité cognitive. Alors, je vais y revenir après sur cette question de vitesse. Ça se traduit notamment sur la vitesse d'observation, la vitesse de compréhension et la vitesse d'élocution. D'ailleurs, peut-être que ce soir, je vais parler un peu vite, mais voilà, c'est mon mode de fonctionnement. Ils ont également une grande attirance pour la complexité, pour la difficulté, pour le défi, pour le challenge. Ils ont aussi un grand goût et une aptitude à apprendre. D'ailleurs, beaucoup sont très autodidactes. Ils sont capables d'apprendre par eux-mêmes dans plein de domaines. Alors, ça leur confère d'ailleurs également une grande capacité d'adaptation, ce qui confine parfois à la suradaptation. Ça, je vais y revenir un petit peu après. Ils ont aussi une grande mémoire à long terme. Ils ont également une facilité de compréhension des concepts scientifiques. Alors, ça peut vous sembler peut-être surprenant pour celles et ceux qui n'ont pas, a priori, suivi d'études scientifiques, mais même si vous n'avez pas suivi d'études scientifiques, même s'il vous semble que vous n'avez pas l'esprit scientifique, vous avez cette facilité de compréhension des concepts scientifiques. Il y a également un goût pour l'abstraction. Alors, ça peut faire penser pour certains à des souvenirs difficiles en maths. En fait, j'insiste vraiment. D'abord, il y a aucun élève, aucun enfant, aucun bébé ne peut être considéré comme inapte en maths. C'est vraiment purement de la considération subjective d'un enseignant qui, à un moment donné, dans sa façon de porter un regard sur ses élèves, va considérer qu'un tel est nul en maths et qu'un autre est très bon en maths. Il y en a qui ont des facilités, mais pas des facilités objectives en maths. Ils ont des facilités par rapport à la façon dont on enseigne les maths. Et puis enfin, dans les différences dans l'intelligence collective, ils ont des capacités à travailler sur plusieurs sujets, plusieurs projets en simultané. Là aussi, je vais peut-être y revenir un petit peu après. Autre différence, c'est des différences dans l'intelligence émotionnelle. Alors, de quoi il est question dans l'intelligence émotionnelle? Il y a beaucoup de choses. La première chose, c'est que, en général, on parle de supersensibilité, voire d'hypersensibilité, en tout cas de sensibilité plus forte que la moyenne. Alors, attention, parce que on estime qu'il y a à peu près 15% de la population qui est plus sensible que la moyenne, mais les HPI ne sont que 2 à 3%, ou au maximum 5% de la population. Donc on voit bien que la population des HPI est incluse dans la population des plus sensibles que la moyenne, mais l'inverse n'est évidemment pas vrai. Ils ont également un sens de l'humour un petit peu décalé, un sens aigu de l'humour. Souvent, on parle d'humour de deuxième, de troisième, voire de quatrième degré. Eh bien, voilà, ça fait partie de leur intelligence aussi émotionnelle ou de leur intelligence sensible. Ils ont également une perception des sentiments d'autrui et des émotions d'autrui. En fait, cette perception, elle est particulièrement forte et donc ça peut être parfois aussi envahissant pour eux. Ils ont également des sentiments très passionnés. Ils peuvent être très facilement passionnés. Ils peuvent avoir des affections aussi compulsives. C'est ce qui les conduit parfois assez facilement à tomber dans des formes d'addiction. Ils ont également une sensibilité particulière à l'atmosphère. L'atmosphère, j'entends le bruit, enfin les bruits, les lumières, les odeurs. Ils vont être extrêmement sensibles à ça. Ils vont avoir aussi une tendance à l'introversion. Pourquoi? Bah parce qu'ils ont cette richesse intérieure qui fait que pour eux, c'est tout à fait OK d'être dans cette introversion. Et puis, ils vont avoir aussi une capacité à envisager les situations sous différents angles. Ils vont avoir aussi une capacité à l'émerveillement. Donc ça fait partie aussi de cette différence de fonctionnement émotionnel. Et puis enfin, ils vont avoir une tendance à s'ouvrir aux expériences nouvelles. Ils vont avoir une appétence pour la nouveauté particulière. Alors ça, je mettais ça sous le registre de l'intelligence émotionnelle, ou en tout cas d'une différence dans l'intelligence émotionnelle. Ils ont aussi des différences dans l'intelligence relationnelle. Alors attention, parce que, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'ils ont plus d'intelligence relationnelle que les autres, mais vraiment des modes de fonctionnement différents. Alors comment ça se traduit concrètement? Ça va se traduire par souvent un sentiment de décalage, de différence avec les autres. Ils vont avoir un sentiment d'enfermement et de solitude qui est bien évidemment lié au point précédent. Ils vont avoir également une propension à la compassion et l'empathie pour les autres. J'aurais pu mettre ça également dans l'intelligence émotionnelle, mais je le mets dans l'intelligence relationnelle au sens où ça concerne directement leur relation aux autres. Ils vont avoir, par exemple, aussi une tendance à poser des questions embarrassantes, envahissantes, on pourrait dire. Ils vont avoir tendance aussi à contester facilement l'autorité qui est en place, surtout s'ils la considèrent comme moins compétente ou insuffisamment compétente.
Ils vont ils ne vont pas percevoir la façon dont ils sont perçus par les autres. Aussi parce qu'ils se voient comme les autres. Et ça, je vais y revenir un petit peu après. Et puis, dans leur relation aux autres aussi, ils sont extrêmement honnêtes, extrêmement intègres, extrêmement sincères et directs. Et donc ça, c'est vraiment très, très particulier au HPI. C'est extrêmement poussé. Et puis enfin, ils ont parfois besoin de solitude et de contemplation, alors même qu'ils ont ce besoin de connexion aux autres. Donc on voit bien que la personnalité des HPI, c'est une dualité, parfois c'est une combinaison d'opposés. Et c'est ce qui fait que, enfin je vais vous en reparler un petit peu après de ça. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Pour l'instant, pas de questions, pas de remarques. Eh ben, on continue. Enfin, autre différence, c'est sur l'intelligence créative. Alors, en fait, ils ont une aptitude et un goût pour l'invention, pour la création. Ils ont une grande originalité, une grande imagination dans plein de domaines, que ce soit d'ailleurs technique, scientifique, trouver des solutions à des problèmes nouveaux, mais aussi artistiques. Ils vont avoir une grande curiosité. Ils vont avoir aussi, leurs idées vont être en général inhabituelles, décalées. On pourrait parler de out of the box hein, pour faire un petit peu à la mode. Et puis, ils vont avoir aussi une capacité à connecter des sujets qui sont extrêmement différents, voire opposés, à marier les concepts, on pourrait dire, et du coup, à avoir, c'est ça qui les rend extrêmement créatifs, innovants. Ils vont avoir des intuitions sur certains sujets grâce à ce mariage d'idées. Et en général, leurs intuitions sont pertinentes. Et puis, ce qui ne rentre pas forcément dans ces différences de formes d'intelligence, eh bien, je l'ai mis par ailleurs, notamment leur forte humilité, qui est liée d'ailleurs à leur capacité à apprendre, leur capacité à se remettre en cause et leur haut niveau d'exigence. Je vais y revenir juste après. Ils vont avoir besoin de beaucoup d'autonomie et de liberté. Ils vont avoir ce très haut niveau d'exigence qui va confiner parfois au perfectionnisme. Ils vont être préoccupés par la recherche de vérité et la quête de sens. Ils aiment les défis, la prise de risque. Alors pas la prise de risque, j'allais dire euh, au sens du joueur de la roulette, mais plutôt au sens de l'esprit d'entreprise. Ils vont ne pas supporter l'injustice, la malhonnêteté, le manque d'intégrité, l'incompétence, mais en particulier l'injustice. Ça, c'est un sujet extrêmement sensible. Ils vont souvent être visionnaires, comme je vous disais, intuitifs, et donc ils vont être très aptes à la prospective et à l'anticipation. Et leurs intuitions sont extrêmement souvent pertinentes. Et puis, ils ont également une grande énergie, mais le paradoxe, c'est qu'ils s'épuisent assez facilement. Et puis, j'ajoute aussi quelque chose de très important. Comme je l'ai dit il y a un instant, chaque point pourrait être assez aisément contredit. Ils ont tendance à être un petit peu tout et son contraire. Par exemple, sur la vitesse, eh bien, ils peuvent prendre parfois beaucoup de temps pour prendre une décision. Mais là, il y a une explication, c'est que en fait, ils ont très peur de ne pas avoir tous les éléments en main, peur de se tromper, peur de l'échec. Quand je dis par exemple qu'ils sont très exigeants, par peur de froisser, ils peuvent aussi adopter une trop grande indulgence vis-à-vis d'eux-mêmes ou vis-à-vis des autres. Et c'est en ça que les HPI sont difficiles à détecter parce qu'ils peuvent être, je ne vais pas dire tout et son contraire, mais leurs modes de fonctionnement peuvent être un petit peu masqués. Alors, oui, je vois qu'il y a une question en même temps. Au niveau de leurs défauts, quels sont ceux qui reviennent fréquemment? Alors, je ne vais pas répondre directement à cette question parce que, pour deux raisons. La première, c'est que j'estime que chaque caractéristique peut être perçue comme un défaut ou comme une qualité. C'est selon les situations. Alors, je vois que quelqu'un a levé la main. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez poser vos questions, Inès, par le système de questions-réponses. Voilà, il n'y aura pas possibilité de prendre la parole de façon audio. Et la deuxième raison pour laquelle je répondrai pas à votre question, je ne sais plus qui l'a posée d'ailleurs, c'est que en fait, poser la question de c'est quoi mes défauts, eh bien c'est déjà une sorte de biais de perception de votre propre personne. D'une certaine façon, c'est vrai que c'est une réalité. Les HPI ont tendance à voir toujours ce qui ne va pas et ont tendance à ne pas assez voir toutes les choses qui vont bien chez eux. Donc voilà pourquoi je ne vais pas forcément répondre directement à cette question. C'est pas forcément la réponse que vous attendiez, mais n'hésitez pas à compléter si vous avez besoin. Comment détecter si on est HPI? Alors, Inès, bah, très clairement, c'est ce que je disais en début de webinaire, c'est un test de QI. Mais en même temps,
comme je le disais, c'est pas parce que vous allez faire un test de QI que vous allez savoir si vous avez tous ces modes de fonctionnement. Donc c'est plutôt en écoutant mon webinaire et en disant, ah tiens, je coche ça, je coche ça, je coche ça, que vous vous rendez compte si effectivement vous êtes dans les modes de fonctionnement des HPI. Voilà. Alors maintenant qu'on a parlé des caractéristiques, c'est quoi les obstacles pour atteindre votre projet professionnel, un projet professionnel qui vous épanouisse pleinement? Le premier obstacle, c'est l'éclectisme et la dispersion. En fait, j'en ai cité six ou sept, je crois, six, pour pas non plus trop vous affoler. Mais en fait, j'aurais pu en mettre un peu plus. Mais je me suis concentré sur les essentiels. Alors, en quoi cette dispersion peut les freiner dans la quête de leur projet professionnel? Bah oui, effectivement, les HPI s'intéressent à tout. Ils s'intéressent au domaine technique, aux compétences humaines, au sport, à l'art, à la politique, à l'histoire. Et à l'intérieur d'un même domaine, ils vont s'intéresser à tous les aspects de ce domaine. Et donc, du point de vue de la majorité des autres personnes, cet éclectisme va être perçu comme de la dispersion. C'est ce qui donne d'ailleurs le sentiment au HPI de ne pas pouvoir se focaliser parce qu'effectivement, on leur renvoie cette dispersion. C'est très très vrai pour un indépendant, je suis bien placé pour le savoir. Quand on a du mal à se focaliser sur un sujet, c'est très difficile de se vendre, par exemple. Et alors, l'autre exemple que je voulais vous citer, quand j'ai quitté mon dernier emploi en 2015 et que je devais définir mon projet professionnel, eh bien, les trois mots qui revenaient dans mon esprit, j'étais dans un brouillard total. Et je crois que je l'ai évoqué peut-être avec certains d'entre vous au téléphone. Les trois mots qui revenaient, c'était pompier, chanteur et astronaute. Donc vous voyez un peu l'éventail total, ça partait dans tous les sens et c'était presque impossible. Il y avait une forme de déconnexion de ma personnalité. Je vais en reparler un petit peu après. Mais cette dispersion, effectivement, c'est un vrai problème. La deuxième raison qui fait que pour eux, c'est difficile de se définir un projet professionnel et un projet professionnel qui leur convienne, qui soit cohérent avec eux-mêmes, c'est la suradaptation. J'en ai parlé tout à l'heure. En fait, ils ont cette tendance à s'adapter facilement, ils ont une capacité à s'adapter, mais du fait de leur empathie un petit peu surdéveloppée, eh bien, et le fait ils ont tendance à être rejetés par les autres ou non acceptés par les autres, eh bien, ils vont tout faire pour essayer de ressembler aux autres. Ils vont même finir par être convaincus d'être comme les autres. J'ai encore eu récemment au téléphone hier soir une cliente qui me disait, mais en fait, Cyril, moi, je pense que je suis comme les autres. Je ne suis pas HPI, je suis comme les autres. Mais elle me disait parallèlement, mais je vois bien que je coche toutes les cases. Donc, il y a vraiment cette espèce de paradoxe. En fait, ce sont des champions de l'adaptation. C'est pour ça que j'ai mis un peu cette image de jeunes femmes qui se contorsionnent dans tous les sens. Et en fait, ils développent des tactiques d'adaptation très très tôt. Et c'est la raison pour laquelle ils ne se rendent plus compte qu'ils sont dans cette suradaptation. Parce que c'est une tactique qu'ils ont adoptée extrêmement jeune et c'est devenu inconscient. Et c'est aussi la raison pour laquelle le pli étant pris depuis très longtemps, c'est très difficile de s'en sortir. Alors ça se traduit comment concrètement? Ça va se traduire sur leur mode de fonctionnement. Ils oublient leur mode de fonctionnement et ils vont plutôt chercher à adopter les modes de fonctionnement des autres. Par exemple, justement, quand on va leur dire, mais concentre-toi sur une seule tâche, c'est très difficile pour eux de se concentrer sur une seule tâche, mais ils vont quand même essayer. Et ce qui va se passer, c'est que non seulement ils vont être dans la sous-performance, mais ça va les épuiser. Et ça va générer de la frustration. Donc, on voit bien cette espèce de cercle vicieux à adopter cette suradaptation. L'autre conséquence de cette suradaptation, c'est que sur leurs envies et sur leurs besoins, ils ne savent plus de quoi ils ont envie, ils ne savent plus de quoi ils ont besoin. Non seulement ils se perdent la connexion avec une partie de leur personnalité, mais en plus, quand ils ont des besoins, ils n'osent pas les exprimer. Donc on voit bien à quel point ça peut avoir vraiment des effets extrêmement délétères. Et tout ça, encore une fois, ça va se produire très très tôt dans votre vie. L'autre raison, la troisième raison qui fait que c'est difficile de se définir un projet professionnel, c'est que on se coupe de nos émotions. Alors pourquoi on se coupe de nos émotions? Parce que on vit des tas d'émotions, des émotions extrêmement fréquentes, des émotions très fortes, et parmi celles-ci, évidemment, des émotions négatives. Et ces émotions négatives, par réflexe de survie, eh bien, on va se couper de ces émotions. Or, nos émotions, elles ont énormément d'informations fondamentales à nous apporter sur notre personnalité, sur notre identité, sur nos besoins, nos envies, sur notre vie, tout simplement. Donc, en fait, le fait de se couper de nos émotions, c'est un double effet avec la suradaptation. Alors, dans mon cas, je vais vous citer ce qui m'était arrivé. Je m'étais interdit de m'orienter vers la question de l'éducation, tout simplement parce que dans mes émotions négatives, il y avait
le fait que mes parents étaient instituteurs, que je voulais surtout pas faire comme eux par rejet de leur modèle. Alors, j'ai rien contre eux. En fait, je crois qu'ils ils avaient surtout eu beaucoup de mal à me comprendre et à trouver une éducation qui soit adaptée à moi. Mais il n'empêche que ce rejet m'empêchait d'aller vers quelque chose qui était important pour moi. Aujourd'hui, je fais pas de l'éducation, je fais du coaching, je fais de l'accompagnement, mais quand même, c'est dans le domaine de l'humain. Donc, on voit bien qu'il y avait ce frein vers ce qui m'appelait. Et puis, j'ai l'exemple aussi d'une femme que j'ai accompagnée dont sa famille attendait d'elle qu'elle fasse absolument des études et un métier du style médecin ou ingénieur, quelque chose de très concret, mais qui au fond d'elle-même souhaitait petite devenir chanteuse. Et donc, elle s'était empêchée toute sa vie de devenir chanteuse. Et c'est seulement dans le coaching qu'elle s'est rendue compte, qu'elle s'est reconnectée avec ce besoin-là et qu'elle s'est dit, mais je vais devenir chanteuse. Et elle est en train de devenir chanteuse. La quatrième raison pour laquelle leur projet est difficile, leur projet, enfin l'aboutissement de leur projet est difficile, c'est que leurs projets en général sont atypiques. Ils ne ressemblent en rien aux autres. Donc concrètement, en fait, les HPI vont imaginer des postes ultra polyvalents, des missions complexes, des environnements et des projets multiples, évolutifs. C'est tout l'inverse de ce qu'on leur propose, c'est tout l'inverse de ce que les entreprises imaginent pour eux. Et quand par hasard vous trouvez des postes qui ressemblent à ça, c'est soit que vous avez un peu surinterprété le poste et donc quand vous allez vraiment dans le fond des choses, vous vous rendez compte que c'est pas tout à fait ce qu'on vous avait vendu, ou alors c'est que effectivement les recruteurs ont un peu survendu, ils recherchent un peu un mouton à cinq pattes, mais dans la réalité ils veulent quand même vous mettre dans des cases. Euh, et quand vous repérez dans ces cas-là ce genre de poste et qu'effectivement c'est une réalité, eh bien la façon dont vous allez candidater, ça va être un CV où vous allez aligner un nombre incroyable de choses, de compétences, d'expertises qui sont une réalité. Et vous allez aussi les décliner dans les entretiens, mais sauf que la réaction des recruteurs, en général, c'est que c'est l'incrédulité. Ils ne peuvent pas imaginer un seul instant, quand ils ne connaissent pas le mode de fonctionnement des HPI, que en effet ça peut exister dans 2 ou 3% des cas des personnes qui sont capables d'être multi-experts. Ça, c'est quelque chose d'inenvisageable pour un recruteur, en tout cas un recruteur qui ne serait pas HPI. L'autre raison pour laquelle c'est difficile d'avancer dans vos projets, c'est que en général, les HPI abandonnent vite. Je vous ai dit tout à l'heure qu'ils manquent de confiance en eux, qu'ils manquent d'estime en d'eux-mêmes et aussi qu'ils manquent de persévérance. En fait, les HPI ont tendance à aller vite dans tous les domaines, et y compris pour envoyer leurs projets aux oubliettes, surtout si en plus une majorité de leur entourage, par réflexe de différence, bah, vous renvoie une image négative de ce projet. Et c'est d'autant plus vrai que vous avez 1000 idées à la seconde. Et donc, comme le dit l'adage, à propos d'un choix qui semble pas être le bon, en général, on a tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain. Eh bien, moi, je vous dis, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. À ce sujet, j'ai accompagné il y a quelques temps, quelques mois, un ingénieur qui, à plusieurs reprises dans sa carrière, a complètement changé d'orientation en cumulant à chaque fois plusieurs changements importants, radicaux dans sa carrière. Et il m'a dit en fait qu'il regrettait ses grands coups de barre à droite, ses grands coups de barre à gauche. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'a pas su tirer d'enseignement de quel changement était bon ou quel changement n'était pas bon. Et surtout, il s'est mis un petit peu en situation difficile, voire en échec. Donc ça, il l'a regretté parce que ben, ça a été difficile d'en sortir, ça a été difficile de rebondir et surtout de tirer des enseignements de tout ça. Et puis pour ma part, j'ai le souvenir aussi, quand j'étais jeune, d'avoir dit à mes parents, alors c'était un souvenir très ancien, mais quand je débutais le ski à l'âge de 6 ans, j'étais tombé du téléski, j'avais dit à mes parents, plus jamais je ne remonterai sur un téléski. Or aujourd'hui, à 59 ans, je suis devenu un skieur passionné et je crois plutôt un très bon skieur, donc comme quoi il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. L'autre raison pour laquelle c'est difficile pour les HPI d'avancer, c'est qu'ils pensent ne jamais être prêts. Ils ont un haut niveau d'exigence, une tendance au perfectionnisme, hein, comme je vous l'ai dit, et ils adorent apprendre et il leur est très facile de se dire bah, qu'ils doivent encore acquérir une compétence de plus. Moi, régulièrement, j'entends mes clients me dire, mais en fait, Cyril, j'ai besoin de me former encore avant de commencer, etc. Moi, j'étais comme ça aussi. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais prêt déjà depuis un moment et qu'en fait, tout ce que j'avais à faire, c'était de mettre en œuvre ce que je savais déjà, ce que j'avais au fond de moi, mais que je n'arrivais pas à exprimer.
Alors, une anecdote à ce sujet, quand je me suis lancé comme consultant, hein, j'avais une addiction aux formations et j'ai fait des formations dans l'innovation, dans les pédagogies innovantes, la créativité, l'éducation positive, la psychologie positive, la facilitation, les neurosciences cognitives, le management libéré, la process com, la PNL, le coaching individuel, le coaching d'équipe, la conduite du changement, et j'en passe. Et j'en passe. Alors, je regrette rien de toutes ces formations, mais en fait, oui, bien sûr, elles me sont toutes utiles, hein, mais j'aurais pu aussi me lancer un peu avant, peut-être. Le même processus existe quand un HPI salarié imagine solliciter une promotion vers un niveau supérieur. Il se sent jamais prêt. Il se sent jamais prêt. Et puis, donc, la dernière raison, parce que je voudrais quand même arriver aux solutions et je regarde en même temps ma montre, je vois qu'il est déjà bien, on est bien avancé, c'est que ils ont un cerveau qui est envahissant et qui les freine dans l'action. Alors, en quoi ce cerveau envahissant les freine dans l'action? Ah, c'est un petit peu à l'image de ce hamster qui tourne dans sa roue. Le cerveau adore fonctionner, il ne sait plus très bien pourquoi, mais il fonctionne pour fonctionner. Il fonctionne pas forcément pour un but précis. Bah oui, il adore penser, et donc cette pensée peut manger un peu sur votre temps d'action. Mais aussi parce que ces pensées, en général, les pensées du HPI le conduisent à imaginer tout ce qui pourrait mal tourner dans l'action. Et bien évidemment, ça, c'est un frein considérable. Qu'est-ce que je voulais dire encore sur ce sujet? Voilà, donc c'était surtout ça. C'était le fait de freiner l'action. Alors, je vous avais dit que je parlerais du syndrome de l'imposteur. Pourquoi on a le syndrome de l'imposteur? En fait, c'est la combinaison de quatre facteurs. Le premier facteur, c'est le haut niveau d'exigence. Le deuxième facteur, c'est le sentiment d'être toujours en décalage, incompris et rejeté. Donc, du coup, forcément, si on se sent rejeté, on a l'impression d'être incompétent. Le troisième facteur, c'est la peur de l'échec et de ses conséquences potentielles. Donc forcément, on craint d'être insuffisamment compétent pour réussir, pour atteindre nos objectifs. Et puis, c'est la grande sensibilité à cette valeur de l'honnêteté et de la sincérité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, pour nous, c'est insupportable l'idée d'avoir promis quelque chose et de ne pas l'atteindre. Donc, forcément, avec ce haut niveau d'exigence, vous voyez bien cette combinaison de facteurs qui conduit à ce sentiment de manque de légitimité, au fait de se dire qu'on n'est jamais complètement à la hauteur. Alors maintenant, on va parler des clés pour surmonter ces obstacles. Et en même temps, je jette un œil. Ben, il n'y a pas de questions pour l'instant, donc je poursuis. La première clé pour surmonter tous ces obstacles, c'est d'apprendre à mieux vous connaître. Alors concrètement, c'est pas juste d'écouter mon webinaire en vous disant, OK, j'ai compris, c'est ça et ça et ça, les modes de fonctionnement. C'est surtout de mesurer à quel point vous êtes coloré de tel ou tel point, de tel ou tel mode de fonctionnement. C'est aussi de comprendre sur chacun de ces modes de fonctionnement le niveau d'écart que vous avez avec les autres. J'ai l'exemple enfin, très fréquent sur le niveau d'exigence de personnes qui me disent, mais non, non, je ne suis pas du tout exigeant. En fait, c'est normal mon niveau d'exigence. Je leur pose la question et je leur dis, vous avez demandé aux autres, qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Ah oui, effectivement, c'est pas tout à fait mon niveau d'exigence. Mais du coup, moi, je trouve ça pas normal. Ok, mais vous voyez donc l'écart qu'il y a entre vous et les autres. Même chose sur la vitesse, même chose sur l'éclectisme, etc., etc. Autre point qu'il faut voir quand il s'agit d'apprendre à mieux vous connaître, c'est de prendre conscience des impacts concrets de ces modes de fonctionnement dans votre vie de tous les jours. Et notamment, quand je reprends l'exemple du syndrome de l'imposteur, vous voyez que c'est des impacts combinés. Donc, on voit bien à quel point ça peut être complexe. Et c'est ça qui est difficile à percevoir, à toucher du doigt. Une fois que vous avez appris à prendre conscience de tout ça, eh bien, le paradoxe, c'est qu'il faut apprendre à mieux vous accepter, mieux assumer qui vous êtes. Je dis que c'est un paradoxe parce qu'en fait, la crainte souvent des HPI, c'est de dire, et si je suis vraiment comme je suis, eh bien, je vais être encore plus rejeté. Peut-être. Mais en même temps, c'est en acceptant en mieux vous acceptant et en mieux vous assumant que vous allez vraiment prendre conscience de votre différence et que du coup, votre système d'adaptation va comprendre à quel point il est important, enfin quel chemin il existe entre, ou quel écart il existe entre vous et les autres. Euh, et c'est à cause de ça, justement, quand on n'assume pas vraiment ces différences, qu'il y a ce déni de différence, comme j'en parle dans mes articles. Et c'est... alors, il y a une autre cause aussi hein, de ce déni de différence, c'est qu'on veut surtout pas paraître pour supérieur d'une quelconque façon. Encore une fois, c'est lié à une perception de cette notion de HPI qui est déformée.
Alors, ce travail d'acceptation, il est vraiment pas facile parce que, il est, la suradaptation aux autres est très ancienne, que le pli est pris depuis longtemps, que ça nous rassure parce que il y a vraiment cette peur, cette crainte d'être rejeté encore plus par les autres. Sauf que, je dis peut-être que finalement, il faut aussi apprendre à ne pas plaire à tout le monde. Alors ça, c'est quelque chose de très important. J'y reviendrai un petit peu après. Et ce travail aussi nécessite de porter un regard plus positif sur soi-même. Pardon, excusez-moi. Et ce regard positif, il n'est pas facile parce que, comme je vous l'expliquais, les HPI ont tendance à porter un regard plus insistant sur ce qui ne va pas que sur ce qui va bien. Donc, ce regard positif, il s'agit de le réentraîner. Donc, on voit bien que c'est pas facile de le faire par soi-même. Je dis souvent que les HPI sont doués pour faire énormément de choses par eux-mêmes. Et je dirais, souvent, ils sont plus doués de le faire seuls par eux-mêmes que de le faire avec d'autres personnes ou de se faire aider. Sauf pour une chose, c'est justement cette prise de conscience et le fait d'assumer qui ils sont. Ça, là-dessus, ils ont vraiment du mal à le faire seuls. Et puis par ailleurs, l'autre point qui est difficile dans le fait d'assumer cette différence et cette personnalité, par exemple sur les émotions ou sur l'estime de soi, j'ai constaté que les méthodes classiques ne fonctionnent pas avec les HPI. Et donc il faut inventer des méthodes un peu particulières, spécifiques aux HPI. Et c'est en cela que si on essaye de le faire par soi-même en lisant les bouquins classiques, eh bien ça ne va pas fonctionner. Et moi, dans les bouquins sur le HPI, j'ai pas trouvé les solutions sur comment restaurer mon estime de moi, comment travailler sur mes émotions. Il a fallu que je les invente un peu par moi-même avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et c'est la raison pour laquelle je fais ces webinaires aujourd'hui, c'est que j'ai envie de vous faire gagner ce temps. Voilà. Une fois que vous aurez assumé qui vous êtes, eh bien, vous pourrez réapprendre à adopter vos propres modes de fonctionnement authentiques. Par exemple, si vos modes de fonctionnement, c'est d'être dans la multiplicité, de faire plusieurs actions à la fois, eh bien, c'est d'accepter de le faire parce que vous savez que vous allez rester plus motivé comme ça. Par exemple, c'est aussi d'accepter l'idée qu'il vous faut prendre plus de temps pour vous nourrir avant de commencer une action. Parce que de toute façon, vous savez que ce nourrissement est fondamental pour vous-même et vous savez aussi que de toute façon, une fois que vous serez dans l'action, vous irez très vite. Voilà. Troisième clé, après apprendre à vous accepter, c'est de vous reconnecter à vos émotions. Alors, c'est un sujet qui est délicat, je le reconnais. J'ai encore eu une cliente hier soir qui m'a dit, mais Cyril, moi, j'ai pas envie de travailler sur mes émotions. En fait, ça me fait un peu peur de travailler sur mes émotions. Ça me met même un peu en colère de travailler sur mes émotions. Bah, je dis oui, mais en même temps, c'est pas en repoussant le truc et en mettant le mouchoir dans sa poche qu'on va résoudre les choses. En fait, les émotions, elles sont, certes, elles peuvent avoir un côté désagréable, mais elles peuvent aussi avoir un côté extrêmement puissant, extrêmement positif. Comme je vous disais, vos émotions ont énormément de choses à vous apprendre sur vous-même. Et une grosse partie des solutions de mes coachés dans mes coachings, elles reposent sur la reconnexion aux émotions. Alors, dans mon cas, l'émotion principale, c'était la colère, mais j'ai envie de dire, c'est le cas de tous les HPI. L'émotion principale des HPI, c'est la colère. Pourquoi? Parce que c'est la frustration. La frustration de ne pas aller assez vite, la frustration de ne pas aller assez haut au niveau d'exigence, la frustration de ne pas être soi-même, la frustration de ne pas être compris, d'être rejeté. Et plus on cherche à enfuir cette colère, eh bien, plus elle ressort à tout bout de champ, même sur des sujets banals, et plus elle devient incontrôlable. Et plus on ne comprend plus d'où vient cette colère, plus on est plus capable de gérer, de reconnecter à la cause initiale. Il m'a fallu beaucoup de temps, hein, et même en me formant à la psychologie positive, la gestion des émotions, etc., même avec l'aide de ma formatrice et de des autres stagiaires dans le domaine de la gestion des émotions, je n'y arrivais pas. Donc il a fallu vraiment que je sois connecté à d'autres experts en HPI pour que je comprenne ce qui se passait pour moi. Une autre clé, c'est d'apprendre à canaliser votre cerveau. Alors, on pourrait dire c'est un petit peu le don d'ubiquité, le cerveau qui contrôle son cerveau. Mais c'est un des gros problèmes des HPI. Le cerveau est tellement envahissant qu'il en devient un petit peu incontrôlable. Alors, quand même quelques pistes. La première piste, c'est développer des activités physiques pour mieux vous ancrer dans le corps. D'ailleurs, je vais vous parler juste après de ma masterclass. Et dans la masterclass, nous faisons ce genre de choses, des activités qui vraiment s'incarne dans le corps. Ça peut être au travers d'un instrument de musique, ça peut être au travers de la danse, etc. Mais ça peut être aussi des activités de fond comme la marche, la course, le vélo, la natation qui nécessitent un engagement intense. Un engagement intense du corps va vous aider aussi à mieux contrôler votre cerveau. C'est aussi d'utiliser votre cerveau pour des activités ludiques.
pour dépenser en quelque sorte son énergie débordante. Moi, ça a été les sudoku, les jeux de société, des jeux de réflexion aussi d'une façon générale qui m'aident à m'endormir, qui m'aident à calmer mon cerveau. Ça va être aussi d'aider à comprendre, à mieux comprendre son fonctionnement. Par exemple, sur les questions de l'attention. Quand on comprend les mécanismes de l'attention, eh bien, on arrive à mieux les contrôler. Ça peut être aussi de concentrer votre attention sur les autres. Alors, ça peut sembler un petit peu bizarre de dire ça, mais si vous concentrez votre attention sur les autres, eh bien, vous allez vous aider à moins vous centrer sur vos problèmes, imaginer tous les obstacles que vous allez rencontrer. C'est une tactique qui fonctionne bien à condition de s'assumer pleinement et d'avoir une très forte, une suffisamment bonne estime de vous-même. Et puis, le dernier conseil que je vous donne pour canaliser votre cerveau, c'est de ne pas porter de jugement, justement, sur votre cerveau bouillonnant. Parce que si vous commencez à porter un jugement, bah, c'est une autre façon d'alimenter encore son travail autoréflexif. Euh, une autre clé, c'est d'ajuster vos croyances. Alors ça, c'est très classique, hein, mais si vous n'arrivez pas à vous engager, si vous qui adorez l'action, qui adorez vous engager dans l'action, c'est que vous avez probablement des freins inconscients. Alors je vais vous parler de quelques exemples très concrets. Une de mes clientes avait la croyance que pour réussir dans la vie, il lui fallait prouver aux personnes qui lui sont opposées qu'elle était capable de travailler avec eux, de s'interfacer avec eux. Résultat, elle cherchait systématiquement des missions où elle rencontrait où elle travaillait avec des personnes qui étaient totalement opposées à elle en termes de mode de fonctionnement et donc elle se mettait dans des situations pas possibles, des défis insurmontables, y compris donc des personnes toxiques. Et c'est en comprenant ça qu'elle a commencé à se dire, OK, maintenant il faut peut-être que, tout en adorant le défi et le challenge, il faut peut-être que je cherche des environnements qui me conviennent un petit peu plus. Et puis pour ma part, c'est un ami de longue date hein, qui coach lui-même et qui est patron de l'école de coaching qui m'a formé, qui a identifié que je craignais en fait de ne pas plaire en proposant mes services. Et du coup, ma croyance limitante, c'était on n'a pas deux occasions de faire une bonne impression, donc il faut absolument être parfait. Sauf que il m'a aidé à transformer cette croyance en une croyance qui me m'allait mieux, qui était si tu ne convaincs pas certains prospects, c'est qu'ils ne sont pas faits pour toi. Et ça, je vous le livre, ce qui peut vous être éventuellement utile pour vous également. Et puis, bien évidemment, je vais vous dire, faites-vous accompagner. Pourquoi? Parce que, ben, effectivement, encore une fois, on est très doué pour plein de choses tout seul, sauf pour une chose, c'est prendre conscience de comment on fonctionne et comment on peut fonctionner de façon optimale. Alors concernant mon accompagnement, bah, en fait c'est deux façons d'accompagner. D'abord un accompagnement individuel, ensuite un accompagnement collectif. En accompagnement individuel, bah, c'est des séances d'1 h 30, c'est toutes les 2 à 3 semaines environ. Et je précise que les coachings de HPI que je fais vont beaucoup plus vite que des coachings de personnes neurotypiques. Concrètement, en général, en 5 à 6 séances, on a terminé. Je dis on a terminé, mon client, ma cliente a terminé. Ça va beaucoup plus vite aussi, peut-être parce que moi j'aime bien aller vite, mais aussi parce que mes clients vont vite. Ils vont vite à comprendre, ils vont vite à lever leurs croyances limitantes, à trouver de nouvelles façons de fonctionner. Ils vont vite à imaginer les solutions une fois qu'ils ont compris ce qui bloque. Et puis en termes d'accompagnement collectif, alors je vois qu'il y a une question. D'où la nécessité de se faire accompagner par un coach et ou un thérapeute, lui-même HPI. Oui, Corinne, bien sûr, bien évidemment. Ça, c'est très, très important. Je ne l'ai pas précisé, mais vous avez tout à fait raison. J'ai un grand nombre de mes clients qui m'ont dit, mais en fait, je m'étais déjà fait accompagner par un coach, mais ça n'a pas fonctionné. Pourtant, c'était vraiment un très, très bon coach. Oui, c'est vrai, c'était un très bon coach, mais pas adapté à vous. C'est un petit peu paradoxal parce que dans le coaching, souvent on dit qu'il faut pas avoir des clients qui nous ressemblent. On doit garder justement ce recul, cette prise de recul, cette capacité de distanciation. Mais en fait, il faut quand même comprendre ce qui se passe pour les HPI parce que sinon, on va avoir tendance à leur plaquer des façons et des méthodes qui ne leur conviennent pas. Encore une fois, moi j'ai fait le constat que sur l'estime de soi, sur la gestion des émotions, les techniques qui fonctionnent très très bien pour la majorité des personnes ne fonctionnent pas pour les HPI. Et puis ces questions de cerveau envahissant, eh bien, on va pas forcément y prêter de l'attention ou on va leur dire, ben, arrête de penser. Sauf que ça, c'est juste pas possible pour un HPI. Voilà, je sais pas si ça complète judicieusement votre remarque, Corinne, mais en tout cas, merci beaucoup pour votre remarque. Alors, cette masterclass, c'est quoi?
concrètement, enfin cet accompagnement collectif, c'est en fait sous la forme d'une formation-action que j'appelle la masterclass. Concrètement, c'est quoi les objectifs? C'est comprendre les modes de fonctionnement spécifiques des HPI et savoir en faire des forces, des atouts. Alors, je m'appuie d'ailleurs là-dessus sur des, euh, des ressources numériques, des ressources vidéo. J'ai conçu une petite vingtaine de vidéos qui font un total de 5 heures à peu près. Et donc, vous avez accès à ces ressources quand vous voulez, au rythme que vous voulez. L'autre, et bien évidemment, on en parle pendant les séances de formation, on débriefe en fait de ces vidéos et on va bien plus loin que juste la compréhension de ces modes de fonctionnement. L'autre atout pour vous, c'est de bénéficier d'un bilan personnalisé, d'identifier vos forces. On va faire des exercices vraiment spécifiques sur votre personnalité, vos forces personnelles. Et puis, c'est de clarifier vos objectifs professionnels et de réussir à les rendre réalisables parce que souvent, mes clients se mettent la barre beaucoup trop haut. Et puis, c'est aussi d'identifier des pistes pour les atteindre. Et bien évidemment, la dynamique collective est extrêmement importante dans ce cadre. C'est aussi de surmonter la procrastination, de réussir à vous engager durablement vers l'atteinte de ces objectifs. Parce que souvent, encore une fois, je suis pas prêt ou alors j'abandonne trop vite. Et puis enfin, c'est de bénéficier, grâce à cette masterclass, grâce au réseau, grâce aux autres participants, de bénéficier d'un réseau durable de confiance, de personnes qui vous comprennent, avec qui partager, et puis pourquoi pas de faire des choses ensemble ou de trouver un emploi grâce à ce réseau. Alors concrètement, c'est quoi? C'est 6 demi-journées en présentiel, uniquement du présentiel. C'est des groupes de 6 à 10 participants pour vraiment avoir une dynamique de groupe, mais vraiment avoir un travail individualisé. C'est une session à Paris qui démarre le 26 mars. Il me reste une place dans cette session. C'est mercredi de la semaine prochaine, donc il faudra se dépêcher. Et puis j'ai une session qui sera à Lyon à partir de novembre prochain. Les dates sont à venir. Voilà, voilà. J'avais quelques messages personnels avant d'écouter ou de répondre aux questions. Kiran, je ne sais pas s'il est là. Et si vous vous disiez que vous n'avez pas besoin de vous former plus pour démarrer votre projet entrepreneurial, et si vous arrêtiez de vous adapter aux autres, comment ça vous arrêterait, ça vous aiderait, pardon, à définir ce projet et à vous y engager concrètement? Aurélie, et si vous acceptiez l'idée que vous êtes multipotentiel, qu'est-ce que ça vous permettrait de faire avancer dès aujourd'hui? Et si pour réussir à proposer vos services en matière d'accompagnement de l'innovation, il fallait justement vous adresser à des personnes comme vous? Karine, même esprit. Et si justement votre réussite entrepreneuriale passait par le fait de vous adresser aux bonnes personnes, qui seraient-elles et comment les trouver? Alba, et si vous commenciez par vous accepter vous-même, qu'est-ce que ça clarifierait dans votre prochain projet professionnel? Pierre, on a pas mal échangé tous les deux sur un coaching individuel à partir de septembre, donc pas grand-chose à ajouter à ce stade, mais juste, et si tu osais plus être toi-même, qu'est-ce que ça te permettrait d'atteindre tout de suite? Alors, je jette un œil aux questions. Le tarif de la masterclass. Alors, je vous renverrai vers le lien, mais en financement entreprise, si jamais c'est votre entreprise qui vous finance, 1500. Si vous êtes indépendant et que vous vivez de votre travail d'indépendant, ce sera 1200. Et si vous êtes salarié et que vous vous autofinancez en tant que chômeur, par exemple, eh bien, ce sera 900 € pour la masterclass. Voilà. Claire, et si les organisations potentiellement intéressées par vous ne raisonnaient pas en termes de diplôme ou de compétences, mais de savoir-être, comment ça orienterait vos recherches? Sandra Y, parce que j'ai deux Sandra ce soir. Et si vous acceptiez l'idée que pour avancer sur vos obstacles, il faut faire appel à des personnes spécialisées dans le HPI? Sandra G, et si pour identifier votre prochain projet professionnel, c'était à l'intérieur de vous-même qu'il fallait regarder? Emmanuel, et si jusqu'à maintenant vous aviez été au service de personnes qui ne vous comprennent pas, et pour certains qui ont peur de votre puissance, qu'est-ce que ça vous donnerait envie de faire dès demain? Christine, même chose que pour Pierre, on a déjà parlé d'un coaching et je sais que tu es en maturation sur cette idée. Donc juste une suggestion, et si pour prendre ta décision, tu écoutais tes intuitions. Katia, juste un message très court, et si pour aider vos clients, il fallait commencer par vous aider vous-même, comme les passagers dans l'avion, en cas de dépressurisation de l'appareil, ils doivent commencer par mettre leur masque sur leur propre visage. Émilie, et si vous arrêtiez de vous juger en permanence, qu'est-ce que ça vous permettrait d'atteindre comme premier résultat? Marie-Liesse, je ne sais pas si elle est arrivée, je sais qu'elle est arrivée un petit peu en retard. Et puis si vous sortiez du déni du HPI, qu'est-ce que ça vous ouvrirait comme porte? David, et si vous cherchiez en priorité un environnement de travail ouvert à votre différence,
comment ça vous ouvrirait des portes vers ce que vous cherchez, à savoir un poste d'encadrement? Véronique, et si je vous disais que la prise de conscience de votre différence ne se fait pas en un clin d'œil, là aussi, qu'est-ce que ça vous ouvrirait comme nouvelle porte pour le futur? Et Nathalie, enfin, si votre recherche de prochains projets professionnels s'orientait dans un environnement de travail où vous ne recevez plus de messages négatifs qui vous polluent l'esprit et détruisent votre estime de vous et votre confiance en vous. Eh ben, je suis à peu près à l'heure. Je vais arrêter le partage. Je vais vous remettre dans dans le chat le lien vers la possibilité de prendre un rendez-vous. Et puis, je vous mettrai pour info dans le mail que je vais vous envoyer ce soir le lien vers ma page qui concerne la masterclass pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors, euh, Marie-Liesse, quel est le tarif? J'ai répondu. Eh ben voilà. Eh ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, voilà, on va en rester là. Je vois qu'il n'y a pas eu trop de questions ce soir. C'était des personnes très disciplinées. Peut-être elles n'ont pas osé poser leurs questions. Merci Pierre, merci. Merci David. Du coup, mon cerveau mouline pour ce soir. David, très bien. Eh ben, j'espère pas trop, suffisamment, mais pas trop. En tout cas, merci à vous tous. Je vous souhaite une excellente soirée. Enfin, n'hésitez pas si vous avez encore une dernière question. C'est le moment. Est-ce que la masterclass sera disponible en vision à jour? Pour l'instant, j'ai pas prévu parce que vraiment, je considère que donc c'est pour Sandra. Hein, il y a vraiment des choses qui doivent se faire physiquement et pour moi, le collectif doit passer par le présentiel. En distanciel, c'est vraiment pas facile. Merci Olivier, merci Armel, super. Avez-vous prévu un webinaire sur HPI et amour? Alors, pas encore. Euh, Pourquoi pas? Pourquoi pas un jour? C'est pas prévu. J'y avais pas pensé, à vrai dire. Je sais pas si c'est un sujet qui concerne beaucoup de personnes. On me l'a jamais demandé, à vrai dire. Donc, c'est la première fois. Donc, je ne sais pas si j'aurai beaucoup de monde dans ces webinaires. Peut-être. Je sais il y a d'autres personnes qui sont un peu plus orientées sur HPI et vie de couple, ce genre de choses, et rencontres affectives. Voilà. Bon, mais pour l'instant, j'ai pas encore prévu. Merci Manuel. Je sais on a rendez-vous très bientôt, je crois. Non, on n'a pas rendez-vous peut-être, mais effectivement, j'ai vu votre inscription tout récemment. Faites-vous passer des tests WISC? Non, je ne fais pas passer de tests, ni WISC, ni WACE, puisque je ne suis pas habilité à le faire. Ce sont des neuropsychologues qui sont qualifiés pour ça, qu'il faut contacter. C'est assez facile à trouver dans chacune des régions. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Encore une fois, merci pour vos feedbacks, vos retours, vos questions. Et puis, bah, je vous dis à bientôt peut-être si vous le souhaitez. Et très bonne soirée. Au revoir.